Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le deuxième sommet Russie-Afrique se tiendra les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg. À moins d'une semaine de la tenue de ce rendez-vous, nous ferons le point sur le partenariat stratégique entre les deux parties, notamment sur la coopération en matière de défense. Le Maroc se prépare à accueillir les assemblées annuelles 2023 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en octobre prochain. Ce rendez-vous annuel majeur de la communauté financière internationale est de retour sur le continent africain 50 ans après la grande manifestation tenue au Kenya en 1973. Et le Niger est un vaste pays du Sahel dont les 3/4 sont désertiques. Pour lutter contre les séquences de sécheresse qui provoquent une insécurité alimentaire, les autorités ont décidé de recourir à une technique de pluie artificielle. Nous reviendrons en détail sur cette méthode dans cette édition. Mais tout d'abord au Soudan, le bilan humain s'alourdit de jour en jour, plus de 3 mois après le début du conflit armé entre généraux. Au moins 16 civils ont perdu la vie ce vendredi 21 juillet à Niala, dans le Darfour Sud, suite à des échanges de tirs de roquettes entre l'armée régulière du général Al-Bourhan et les forces de soutien rapide du général Hemeti. Et au moins un homme a été abattu par un sniper. Selon le syndicat local des avocats, il s'agit d'un premier bilan provisoire, ce qui signifie que le nombre de victimes pourrait être revu à la hausse dans les heures à venir. Rappelons que cette guerre de pouvoir entre généraux a déjà fait plus de 3000 morts et près de 3 millions de déplacés et réfugiés depuis le 15 avril dernier. Le deuxième sommet Russie-Afrique se tiendra les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg. Une quarantaine de pays ont confirmé leur présence malgré une atmosphère géopolitique tendue consécutive aux sanctions de l'Occident contre la Russie après l'offensive russe en Ukraine. Ce rendez-vous est l'occasion pour les deux parties de faire le point sur le nouveau partenariat stratégique entamé depuis quelques années, notamment en matière de défense. Plus de détails avec Mildred Diamo. La coopération militaire est au cœur du partenariat stratégique entre l'Afrique et la Russie, avec le déploiement de ses soldats pour appuyer la lutte antiterroriste en Afrique. La Russie étend sa présence en matière de défense dans une dizaine de pays du continent, dont la République centrafricaine, le Mali et le Burkina Faso en proie aux menaces terroristes. Des relations sécuritaires que les États africains souhaitent consolider au vu de l'insécurité persistante dans plusieurs régions du continent. Le réengagement de la Russie en Afrique se concrétise à un moment décisif pour notre continent, confronté à d'importants défis. Au plan sécuritaire, la présence de la Russie à nos côtés contribuera sans aucun doute à renforcer les capacités de nos armées pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, notamment dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad. La Russie a fourni 28% des armes importées par les pays d'Afrique subsaharienne entre 2008 et 2017, devant la Chine, l'Ukraine et les États-Unis, selon des chiffres officiels. Au cours des 5 dernières années, le pays slave a signé des accords avec une vingtaine de pays africains, portant notamment sur la formation d'officiers à Moscou, la livraison de matériel militaire, la maintenance d'équipements et la lutte contre la piraterie maritime. Plusieurs pays sont confrontés aux conséquences des printemps arabes. Résultat, toute l'Afrique du Nord est déstabilisée. Dans cette région, mais aussi dans les zones du Sahara et du Sahel, dans la région du lac Tchad, on trouve de nombreuses organisations terroristes, notamment Daesh, Al-Qaïda, Boko Haram et Al-Shabaab. C'est pourquoi il nous semble important d'accroître les efforts conjoints de la Russie et de l'Afrique dans le domaine de la lutte antiterroriste. Le regain d'influence de la Russie en Afrique remonte au début des années 2000. Selon des experts, la Russie gagne du terrain en Afrique, notamment en République centrafricaine, en raison de l'embargo sur les armes imposé au pays depuis 2013. L'envoi de plusieurs militaires instructeurs russes dans le pays et la livraison d'armes traduisent l'ampleur de cette coopération. En mai 2023, l'État d'Afrique centrale s'est dit prêt à abriter une base militaire russe, capable d'accueillir 10 000 soldats. De plus, au lendemain de la chute du régime d'Omar el-Béchir, la Russie a relancé en mars 2022 un projet de base navale au Soudan
qui lui offrirait un accès stratégique à la mer Rouge. Également dans l'actualité, au Mali, le projet de nouvelle constitution porté par le chef de la junte, Assimi Goïta, est définitivement adopté. La Cour constitutionnelle a validé ce 21 juillet les résultats définitifs du référendum constitutionnel des 11 et 18 juin dernier, avec 96,91% des voix pour. Rappelons que cette consultation populaire controversée a connu un taux de participation globale de 38,23% et que le vote ne s'est pas tenu dans la région de Kidal, contrôlée par la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA. Le verdict rendu par la Cour constitutionnelle met fin aux espoirs des détracteurs de la nouvelle loi fondamentale, à l'instar de la coalition du Front Uni pour le référendum qui dénonçait de nombreuses irrégularités dans ce scrutin et demandait l'annulation de celui-ci. Le chronogramme électoral prévu par la junte devrait donc se poursuivre avec des élections administratives initialement prévues en juin et des élections législatives en novembre avant la présidentielle de 2024. La politique nationale de développement industriel est lancée en Guinée. Les travaux ont démarré le 19 juillet à Conakry avec la tenue d'un atelier initié par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Un projet porté par la junte militaire, soucieuse de développer le secteur industriel du pays depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2021. Un sujet de la rédaction. Passer d'une dépendance aux matières premières à un secteur industriel plus diversifié, telle est l'ambition affichée par les autorités de transition en Guinée. C'est dans ce contexte que se sont tenus les travaux de l'atelier de vulgarisation de la politique de développement industriel le 19 juillet à Conakry, à l'initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. La politique nationale de développement industriel de la Guinée s'articule autour de 5 piliers et 14 instruments dont les objectifs consistent à développer la recherche et l'innovation, promouvoir les chaînes de valeur productive, accroître la production manufacturière, diversifier les exportations, renforcer l'intégration du commerce guinéen dans l'économie mondiale. La transformation en profondeur du tissu industriel national est activée depuis quelques années. Dans le classement 2022 des économies africaines les plus industrialisées, publié par la Banque africaine de développement, la Guinée fait partie des 9 pays ayant enregistré les plus importants progrès, avec au moins 5 places de gagnées au cours de la période 2010-2019. Un processus que les autorités de transition guinéennes, arrivées au pouvoir après le coup d'État militaire de septembre 2021, comptent dynamiser. Notre pays possède un potentiel énorme, riche, diversifié en ressources naturelles. Cependant, pour transformer ce potentiel en réalité et construire une économie solide, diversifiée et durable, nous devons nous engager résolument dans le développement industriel. Cette politique nationale vise à créer un cadre favorable pour l'industrialisation en identifiant les secteurs clés et en mettant en place les mécanismes nécessaires pour favoriser la croissance industrielle. Ensemble, nous avons bâti une Guinée forte, innovante et compétitive. 3 mois après sa prise de pouvoir, le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, organisait la première édition du Salon de l'industrie de Guinée, SIG 2021, un événement pour favoriser l'investissement malgré l'embargo économique imposé à la Guinée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, suite au coup d'État militaire de septembre 2021. Dans le reste de l'actualité, plus de 11 millions d'électeurs malgaches ont été enregistrés au total lors de la dernière refonte du registre national électoral. L'annonce a été faite ce 21 juillet par la Commission électorale nationale indépendante. La refonte totale du registre national des électeurs, qui a débuté le 1er octobre 2022, visait environ 13 millions d'électeurs, un objectif atteint à 81% selon la CENI. C'est donc cette liste électorale qui sera utilisée pour la prochaine élection
présidentielle du 9 novembre prochain et du 20 décembre en cas de second tour. Plusieurs personnalités malgaches se sont d'ores et déjà déclarées candidates à ce scrutin, tels que les anciens présidents Marc Ravalomanana et R. Rajaonarimampian face au président sortant Andra Joel, candidat à sa propre succession pour un second mandat. Les cyberattaques coûtent cher à l'Afrique. Les pertes directes sont estimées à 3,5 milliards de dollars par an. Pour améliorer sa résilience en cybersécurité, le continent a besoin d'environ 4,2 milliards de dollars d'investissement annuel, selon le récent rapport d'un cabinet stratégique américain. Ce montant représente environ 0,25% du PIB cumulé du continent. Plus de détails avec Amenedge. L'Afrique doit investir environ 4,2 milliards de dollars supplémentaires par an dans la cybersécurité pour améliorer sa résilience aux cyberattaques, selon un rapport du cabinet américain de conseil en stratégie Kearney. Ce montant représente environ 0,25% du produit intérieur brut cumulé du continent. La question de la cybermenace est prise par les États au sérieux. Donc il y a des lois qui sont prises dans chaque pays contre la cybercriminalité et aussi pour la protection d'un caractère personnel. Et donc quand même il y a une prise de conscience et sur les besoins en matière de la cybersécurité. Je connais un peu le marché. Il est encore naissant, mais il y a quand même de quoi compter sur les compétences qui se développent, qui continuent d'être développées. Dans les pays d'Afrique du Nord, les investissements dans la cybersécurité ne représentent en moyenne que 0,06% du PIB. La taille du marché africain de la cybersécurité était évaluée à 2,5 milliards de dollars en 2020. Elle devrait atteindre 3,7 milliards de dollars d'ici 2025, soit un taux de croissance annuel moyen de 7,9%. Par rapport à l'Afrique, c'est vrai que la question de la main-d'œuvre, des compétences pointues sur la question se pose, comme en Europe et dans d'autres continents. Mais je crois quand même qu'il y a des efforts qui sont faits et puis vu les engagements qui sont pris par les États au niveau sous-régional, dans chaque pays aujourd'hui, il y a des agences pour la cybersécurité ou des institutions sur la cybersécurité. Je crois quand même qu'il y a une prise en compte réelle des Africains sur la question de la cybersécurité. Il y a quand même un regain d'intérêt aujourd'hui dans les universités et dans les écoles supérieures pour former des cadres aguerris sur la cybersécurité. Notons que l'Afrique enregistre des pertes directes estimées à 3,5 milliards de dollars par an à cause des cyberattaques. Le marché naissant de la cybersécurité sur le continent est également confronté à une pénurie de capacités et d'expertise locale et les solutions proposées aux entreprises sur le marché sont souvent fragmentées en raison du manque de fournisseurs de solutions globales. 50 ans après le Kenya, le Maroc accueillera du 9 au 15 octobre prochain les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Cette grande manifestation de la communauté financière internationale sur le continent africain est pour le Royaume l'opportunité de présenter ses atouts et les avancées majeures réalisées au cours de ces dernières années. Les précisions de Mildred Diamou. Pour la première fois en 50 ans, l'Afrique va accueillir les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. C'est dans la belle ville de Marrakech, au Royaume du Maroc, que se déroulera cet événement du 9 au 15 octobre 2023. Alors que les préparatifs s'intensifient pour faire de ce rendez-vous annuel majeur de la communauté financière internationale une réussite, le gouvernement marocain rassure et voit en cet honneur une grande opportunité pour le Maroc de renforcer son attractivité et de mettre en lumière les progrès réalisés ces dernières années sous la conduite du roi Mohamed VI. C'est une excellente occasion pour le Maroc de montrer au monde les réformes structurelles engagées et les grandes réalisations du pays sous la direction de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Avec ces atouts importants, le Maroc est prêt à assurer l'accueil des délégations du monde entier et à garantir le succès de cet événement. La désignation du Maroc témoigne de la capacité avérée du Royaume en tant que destination privilégiée pour l'organisation de conférences internationales de haut niveau et de son rôle de leadership face aux défis africains visant la paix, la stabilité et le progrès,
selon des acteurs de la communauté internationale. Dans le cadre des préparatifs en cours, le ministère marocain de l'économie et des finances, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, a organisé une réunion de communication avec les chefs des missions diplomatiques au Maroc pour informer des dispositions prises par le pays pour faire de cet événement un succès. Nous avons de très grands espoirs et nous sommes très confiants que le Maroc veillera à ce qu'il y ait un très bon résultat pour le monde, tout en mettant en avant les préoccupations des pays du Sud. Du 9 au 15 octobre, le Maroc réunira plus de 14 000 délégués du monde entier, des chefs d'État, des ministres des Finances et d'autres décideurs politiques, des organisations de la société civile, des acteurs du secteur privé, des institutions de développement et des leaders d'opinion se réuniront autour des grands défis mondiaux: conjoncture économique mondiale, système financier international, efficacité de l'aide au développement, lutte contre la pauvreté, changement climatique, sécurité alimentaire, commerce mondial, entre autres. Le Niger est régulièrement confronté à des séquences de sécheresse. Ces épisodes provoquent une insécurité alimentaire dans ce vaste pays du Sahel, dépendant essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Pour y remédier, les autorités ont décidé depuis quelques mois de recourir à une technique de pluie artificielle. Les explications de Joël Ballot. Dépendant à plus de 80% de l'agriculture et de l'élevage, le Niger connaît ces dernières années de sérieuses perturbations au niveau des saisons de pluie. En 2022, la sécheresse a engendré une sévère crise alimentaire qui a mené les autorités environnementales à mettre sur pied une technique des pluies artificielles. Elle consiste à expédier des roquettes remplies d'iodure d'argent ou d'azote liquide dans les nuages pour changer la phase des gouttelettes et faire tomber la pluie. Nous sommes en train de développer des méthodologies, des approches, n'est-ce pas, qui ont déjà bien marché et on compte les mettre à l'échelle sur l'ensemble de notre pays et informer, sensibiliser, éduquer nos populations et nos producteurs pour que vraiment, même dans ces difficultés avec le changement climatique, qu'on ait une agriculture résiliente. Le système dit d'ensemencement des nuages, voulu par le gouvernement nigérien, permet d'humidifier parfaitement le sol, d'éviter de mauvaises récoltes, de nourrir le bétail, de lutter progressivement contre l'insécurité alimentaire, car pour rappel, les 3 quarts du Niger sont des zones désertiques. L'évaporation et l'évapotranspiration, ça également c'est un facteur, n'est-ce pas, qui cause la sécheresse. Et donc maintenant on a une autre forme de sécheresse. À l'intérieur de la saison, très souvent on va assister à des pauses pluviométriques assez prolongées où les quantités sont diminuées et c'est là effectivement est une forme de sécheresse et c'est ça qui, ces dernières années. Pour les producteurs agricoles et les éleveurs, ces pluies suscitent l'espoir pour un meilleur rendement agricole. Cependant, des inquiétudes subsistent quant au risque de pluies trop abondantes pouvant endommager les cultures. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.